En fait, vous êtes jeune, à l'époque, vous avez 17 ans, je crois, 16 ou 17 ans. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Tous les juifs de Rouen ont été arrêtés. J'étais avec mes parents. Mon père était chirurgien dentiste. Maman ne travaillait pas. Et j'avais un frère qu'ils avaient caché dans le Midi parce qu'on craignait qu'il soit pris pour le travail obligatoire. En Allemagne, il allait avoir 18 ans. Et lui, il n'a pas eu de gros problèmes grâce à ça. Il est parti avec une personne qui l'a fait passer la zone et il a vécu en zone libre. Tous les juifs devaient se faire inscrire dans les mairies, donc ils avaient tous les papiers. Et puis mon père était très connu, il avait un gros cabinet dentaire dans la rue principale. On ne se cachait pas, on portait l'étoile. Moi j'allais en classe avec l'étoile. Je devais aller au fond de la classe. Je n'avais plus le droit de monter sur l'estrade. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'habitais devant un square que je traversais pour aller au lycée. Interdiction de traverser les squares, il fallait que je le contourne. Des âneries, quoi. Et alors, vous et vos parents, vous avez été séparés? Nous sommes restés à Rouen. Et papa a continué à travailler. Il avait des soldats et des officiers allemands qui venaient se faire soigner. Il devait les soigner, il n'y avait pas de problème. Mais souvent, il nous disait « Monsieur Holsten, il faut partir, vous serez arrêté ». Et mon père était un optimiste, il n'a jamais cru. Et donc il a été arrêté avant vous? Et vous avez été séparés? On a été arrêtés ensemble, emmené à Drancy. Et là, j'ai fêté mes 16 ans. Et papa m'a dit, je ne sais pas où on sera pour tes 17 ans, mais pour tes 18 ans, je te promets, tu auras une belle fête. Et j'ai attrapé la scarlatine. On m'a sorti de Drancy, on m'a mis à l'hôpital. Et ensuite, dans un centre où il n'y avait que des enfants dont les parents avaient été déportés. Les miens étaient encore à Drancy, mais à un moment, ils avaient un poste dans le camp, ils travaillaient. Maman était au colis de linge, parce qu'on pouvait faire sortir son linge de Drancy. La famille venait chercher et rapportait. Et il y a eu une bande d'internés qui a construit un tunnel pour s'évader, et les Allemands l'ont découvert, et il y a eu un départ exceptionnel des personnes non déportables, soi-disant, et mes parents étaient dedans. Et moi, j'étais dans un centre d'enfants, et j'ai été déportée au dernier convoi d'Auschwitz. Je suis partie en wagon à bestiaux avec tous les petits-enfants. Et quand on est arrivé à Auschwitz, on est descendu des wagons et on a fait partir les petits-enfants d'un côté, dont un petit bout de chou qui n'avait pas ses chaussures, qui pleurait, mais elle est partie pieds nus directement à la chambre à gaz. Je ne pouvais pas imaginer que quelques minutes après, ces enfants seraient tous brûlés. Alors, à ce moment-là, quand vous descendez du train, il y a un Français qui vous dit quelque chose à propos des enfants. Il vous dit « lâche les enfants, ne reste pas avec eux ». Comment ça s'est passé? Il y avait des hommes qui travaillaient à décharger les trains et qui faisaient descendre les gens. On nous demandait d'emmener le plus de choses possible dans les wagons. Évidemment, c'était de la marchandise qu'ils récupéraient. Et ces hommes travaillaient là et je suis tombée sur un Français qui m'a dit « ne prends pas d'enfants dans tes bras » parce que moi, je voulais les aider. Et voilà. Et
Je lui ai dit que mes parents étaient là et il m'a montré les flammes et il m'a dit, ils sont là, tes parents. Je n'ai pas compris. C'est difficile, quand on ne sait rien, de comprendre ça. Et on a tout de suite été emmenés à la douche, on nous a pris toutes nos affaires, on nous a rasés et tatoués. Je suis le numéro A 16727. A 16727. Et je n'étais plus que ça. Alors, quand vous rentrez dans le camp, en fait, dans le camp, qu'est-ce que vous faisiez? Quel était le... Que des conneries. Transporter des tapis d'un bout du camp à l'autre. Des machines à coudre sur pied, c'est lourd, les machines à coudre à deux. Il fallait les emmener d'un bout du camp à l'autre et puis le lendemain les ramener, enfin, nous épuiser. C'était le but, c'était de nous épuiser. J'avais eu un sacré caractère, je crois. Et ma devise, c'était « ils m'auront pas ». Et je me le disais tout le temps et ça a été très proche. À un moment, j'avais une diarrhée épouvantable, j'avais les jambes gelées. On a eu jusqu'à moins 40. Et on sortait le matin pendant 1h30 d'appel avec cette température. Je ne sais pas comment j'ai résisté. Beaucoup sont morts de froid, de faim. Voilà. Alors, dans le camp aussi, vous m'aviez dit à l'époque qu'il y avait la crainte d'aller à l'infirmerie avec le fameux docteur Mengele. Ah, il était superbe. Mengele? C'était le pur allemand, pure race. Très fier de lui, toujours très élégant. Et ce docteur Mengele, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait les gens pour les envoyer à la chambre à gaz ou surtout pour faire des expériences. Il a fait des quantités d'expériences sans anesthésie sur les déportés. Et ça, vous le saviez dans le camp? Vous aviez entendu parler de ça? C'était la hantise de Mengele, oui, absolument. Il ne fallait pas aller à l'infirmerie alors? Bien sûr, il fallait l'éviter, mais j'y suis allée quand même parce que j'ai été très mal à un moment. Et vous l'avez rencontré, Mengele? Oui, Holstein Denise, il m'a appelé. Je le vois, comme s'il était devant moi. Cette peur, parce qu'il avait tous les pouvoirs. Denise, on en vient à la vie dans le camp d'Auschwitz. Est-ce que vous saviez que Auschwitz existait? Non. En France, on ne le savait pas. On ne savait pas qu'il y avait l'extermination. On l'a su plus tard, mais à l'époque, non. On savait qu'on n'avait plus de nouvelles des gens qui partaient, mais c'est tout. Alors, et moi, quand je suis arrivée à Auschwitz, j'ai dit je vais retrouver mes parents. Et vous ne les avez jamais revus? Bien sûr. Ils ont été supprimés tout de suite. Parce qu'on a eu quand même quelques nouvelles, oui, des convois précédents. Et il y a eu des convois, il n'est pas rentré une seule personne dans le camp, sur un train entier. Alors, quand vous êtes dans le camp, vous disiez tout à l'heure, bon, on nous fait transporter des choses à droite. Idiot, pour nous crever, pour nous assouvir, je ne sais pas. Mais en fait, il n'y avait pas un travail concret de fabrication? Il y avait un atelier, mais moi, je n'y suis jamais allée, c'est dommage, parce que là, ils étaient assis et à l'intérieur. Nous, on faisait que des idioties, transporter des machines à coudre sur pied, des tapis trempés. C'était le pire, ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un tapis inondé peut être lourd. Et on était deux, et quand on avait à peu près la même taille, ça allait. Mais moi, m'avait collé une fille beaucoup plus grande, et on tombait tout le temps, parce que ce tapis énorme sur l'épaule, on ne le supportait plus. Et à chaque fois, c'était des gifles, des coups, voilà. On vous faisait porter un tapis pour rien, en fait? Oui, des corvées idiotes.
pour nous faire le caractère. Et ben, je les ai eus. Ouais, on sent chez vous, quand vous parlez, une sorte de fierté d'avoir résisté, oui. quand même. Oui. Il fallait être en bonne santé, c'était le numéro 1, et puis avoir la volonté de ne pas se laisser aller. J'ai eu des moments de découragement terribles, parce que moins 40, quand vous vous réveillez, qu'on vous met dehors à la pelle, avec les jambes gelées et la cystite, on n'est pas bien. Eh bien, j'ai réussi. Vous avez beaucoup maigri quand vous étiez là-bas. Est-ce que vous savez si vous avez perdu du poids ou pas? Ah oui, je suis partie, j'étais à 58, je crois, et je suis sortie à 35. 35 kilos. C'était pas gros. Et avec, je pense, une ambiance de mort, c'est-à-dire que c'était une odeur difficile, c'était quelque chose de très complexe de se dire qu'il y avait des gens qui brûlaient en permanence. C'était en permanence, oui. Et à chaque fois qu'on allait à la douche, on se disait c'est notre tour. Parce que ça se passait comme ça, ils emmenaient des gens à la douche, et puis au lieu de les doucher, ils les brûlaient. Et on l'a compris tout de suite. Alors, à l'époque, qu'est-ce que vous vous dites, au fond de vous, vous dites, mais pourquoi? Est-ce que vous posez la question de pourquoi? Est-ce que je vous non, dis, je disais qu'une chose, ils m'auront pas. Et je me suis accrochée à ça. Et ils m'ont pas eu. Vous teniez, vous venez de le dire, parce que vous êtes dit, ils m'auront pas, mais est-ce que d'autres sont partis? Est-ce que vous avez vu la mort? Bien sûr. Tous les matins, on les sortait des lits, puisqu'ils ne se levaient pas, et on voyait les cadavres, bien sûr. Autour de vous, vous voyez le matin les cadavres qui sont sortis? Bien sûr. Surtout à la fin, à Bergen-Belsen, tous les matins, on sortait les cadavres, et vraiment, là, j'ai cru que je serais le prochain. Je dormais sur le parquet, sans couverture, sans chauffage. C'était des conditions atroces. Et donc ça m'amène à la dernière question de cette séquence. Comment vous apprenez que vous êtes libre, que la guerre est finie? Est-ce que vous en souvenez de ça? Oui, on entendait les combats aériens. Il y avait les fausses nouvelles, les vraies nouvelles. On nous disait, tenez, ils arrivent, et puis ils sont arrivés. Et alors, ce que je voulais vous faire dire, c'est ça, c'est le jour où ils arrivent. J'ai rien trouvé de mieux que de me précipiter vers un Anglais et de lui parler en allemand. C'est vrai? Oui. D'accord. Parce que c'était l'émotion, évidemment. Oui, bien sûr. C'était l'émotion. Et très peu de temps après, les sirènes se remettent en route, l'affolement général, et c'était la signature de l'armistice. On a cru que c'était eux qui revenaient, hein, c'était la panique. Mais il y avait quand même, quand vous êtes libre, on vous annonce ça, cette libération, vous êtes heureuse, il y a quand même la joie, ou pas? Il y avait une telle faiblesse que, bien sûr, on s'est rendu compte, mais on n'était pas sûr de vivre. On était tellement épuisés. Je ne peux pas dire que c'était une joie complète. On n'était pas sûr de survivre à ça. Et il y en a beaucoup qui sont morts après. Les suites, j'ai mis des années avant que mes intestins se guérissent. J'avais une diarrhée continuelle, nuit et jour, et j'étais épuisée. Ça a été long avant que je reprenne une vie normale. Mais quand même, au moment de la libération, vous dites quand même le cauchemar est fini. Oui. C'était incroyable, incroyable. Qu'est-ce que vous saviez de la guerre au moment où vous êtes libéré? Est-ce que vous comprenez cette histoire de soviétiques, d'américains, de tout ça? Non, vous saviez pas tout ça? Si, puisqu'on nous a fait quitter Auschwitz parce que les Russes arrivaient. Donc on savait ça quand même.
Là, je ne savais pas que c'était les Anglais qui allaient nous libérer. Je l'ai su tout de suite parce que je parlais un peu anglais, je l'avais appris au lycée. Je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose. Mais en tout cas, il y avait cette conscience que la guerre était terminée. Vous aviez ça un peu en tête. Ah oui, absolument, mais l'obsession de trouver à manger. Parce que c'est pas parce qu'on est libéré que la nourriture arrive. Et c'était un gros problème d'alimentation. Et puis, il y a eu énormément de rescapés qui se sont précipités sur la nourriture, n'importe comment. Ils ont trouvé des tonneaux de choucroute, ils ont mangé ça et ils sont morts. Parce qu'on ne peut pas se réalimenter avec de la choucroute crue. Si on en termine avec la libération, Stéphane me dit que effectivement, comment ça se passe après, quand vous êtes libéré de Bergen-Belsen, quand vous êtes libéré, comment vous êtes rentré, comment vous étiez rapatrié en train? Ça a été très long parce qu'on avait tous le typhus et la France n'avait pas envie qu'on revienne et qu'on ramène ça. Donc on est resté longtemps, les uns à l'hôpital, les autres dans les casernes allemandes. Et moi je ne voulais pas aller à l'hôpital, je sais pas, j'avais une appréhension. Et on nous a collés au 2e étage des casernes. Je n'arrivais pas à monter les 2 étages, je les ai montés sur les fesses. J'avais plus la force de monter des marches. Mais pendant longtemps, vous n'avez pas parlé de ça, je crois. Pendant longtemps. Je ne pouvais pas. Et puis, j'ai eu l'impression que les gens ne me croyaient pas. C'était difficile hein, de comprendre. Et un jour, vous avez décidé de témoigner. Alors, j'ai travaillé parce que j'ai divorcé, il fallait que je m'en sorte. J'ai été représentante, j'ai beaucoup travaillé. Et puis l'âge est arrivé, et j'ai pris ma retraite. Et j'ai fait la connaissance dans la copropriété d'un professeur d'histoire. On a parlé, mais elle me dit, mais tu n'as pas le droit de te taire. Tu vas venir dans la classe, tu vas parler à mes élèves. Je ne voulais pas, je pensais que j'en étais pas capable. Et je crois que j'ai été capable. Et pendant des années, je n'ai fait que ça, dans toute la France. Partout où on me demandait, j'allais et j'ai parlé. Alors aujourd'hui, justement, si vous nous parlez, c'est parce que vous dites que vous êtes une des dernières témoins de l'horreur. Oui. Si vous parlez, c'est parce que vous aviez un devoir, parce qu'il faut parler. Il faudrait surtout qu'on sache la vérité, parce que il y a les antisémites qui disent que ça n'est pas vrai, que ça n'a jamais existé. Il y a il faut se battre pour que les gens comprennent tout ce qu'on leur raconte, que c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et j'ai plus beaucoup de force, mais le peu que j'ai, jusqu'au bout, j'irai. Je parlerai.